Les escrocs, les délinquants les plus sournois. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et ruinent des vies, tout en restant une énigme totale. Nous sommes sur le point d'explorer le monde mystérieux de ces grands délinquants, en donnant un aperçu sans précédent des rouages de l'esprit complexe de certains des escrocs les plus fourbes du monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs délices élaborés et nous découvrirons comment ils ont été effectivement traduits en justice. Dans cette émission, l'histoire de Michael Hammond, un escroc du millénaire obsédé par la célébrité, qui a menti, trompé, arnaqué et terrorisé des célébrités, des membres de la famille royale et tous ceux qui ont eu la malchance de croiser son chemin, afin de gagner de l'argent et de nourrir son désir insatiable de pouvoir, de célébrité et de notoriété. Je décrirais Michael Hammond comme un escroc narcissique. Hammond était l'un des plus grands menteurs que j'ai rencontrés en 25 ans de droit pénal. Il s'agit d'une personne qui n'escroque pas forcément pour le profit. Il a un besoin beaucoup plus profond. Avec un mépris insensible pour les vies qu'il a dévastées et mises en danger, Michael Hammond est un homme qui a vécu une double vie. Et apparemment, il ferait n'importe quoi pour se sentir important et puissant. Je l'ai décrit comme étant méchant et mauvais. Il est guidé par son propre ego. Je l'ai vu manipuler complètement l'esprit des gens. Michael Edward Hammond est né dans l'East Sussex en décembre 1968. Enfant unique né dans une famille ouvrière, son éducation n'a rien de spectaculaire. Il était le fils d'un décorateur de Bexhill-on-Sea. Il y a eu des cas précoces de vol à l'étalage juvénile, etc. Le comportement délictueux de Hammond était constant dans sa jeunesse. Il est renvoyé de l'école et, à l'âge de 18 ans, Hammond expérimente pour la première fois le personnage qui deviendra sa dépendance et son ultime chute. Usurper l'identité d'un policier. En 1987, Hammond a appelé la police en se faisant passer pour un agent du CID afin d'obtenir un numéro de téléphone d'un ancien annuaire. Ces mensonges exposés, il a été arrêté et condamné à une amende et à des travaux d'intérêt général. Un mois plus tard, Hammond comparaissait à nouveau devant le tribunal, faisant face à 74 chefs d'accusation, 30 autres délits étant pris en considération. Le nombre obscène de chefs d'accusation comprenait la fraude et le vol, mais même une peine de prison n'a pas été un signal d'alarme pour Hammond. Libéré en 1989, sa carrière de délinquant a continué à s'épanouir de manière inquiétante lorsqu'il a falsifié des documents pour obtenir illégalement une Porsche. Lors de ses premières arnaques, il a réussi à s'emparer d'une Porsche en subtilisant une feuille de papier à en-tête dans le bureau de quelqu'un. Hammond a utilisé le papier à en-tête pour falsifier un document disant qu'il était directeur et administrateur d'une société. En utilisant le faux nom, la lettre a été utilisée pour ouvrir un compte bancaire avec un découvert de 10 000 livres, et avec ce découvert, il a acheté sa Porsche. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec un faux titre sur un bout de papier. Michael Edward Hammond est sorti de sa jeunesse illicite et est devenu un délinquant à part entière. Mais son comportement implacable et méprisable était lié à une étrange aspiration personnelle à paraître important et d'un rang social élevé, même s'il avait une compulsion insatiable et immorale à enfreindre la loi. Pour une raison ou une autre, il a toujours eu honte de ses origines. Je pense que cela a joué un rôle dans sa décision de prendre son nom et d'en faire un nom double. Mais, étrangement, cela est symptomatique d'un grand nombre d'escrocs. Un homme nommé Guy de Montfort, qui s'est donné ce nom plutôt grandiose, était en fait Graham Lever, né à Dartford dans le Kent. Encore une fois, des origines modestes. Les origines modestes semblent toujours être un facteur dans ces situations. L'étrange désir d'être quelqu'un de plus important que ce qu'il pense être. Je pense que Michael Hammond est définitivement un narcissique. Un narcissique est quelqu'un qui a des fantasmes qui le préoccupent, se considérant comme célèbre ou spécial, en quelque sorte supérieur et meilleur que les autres. Ils ont tendance à être incroyablement arrogants, mais ils peuvent aussi être très attachants et très performants. Son vrai nom est Michael Hammond. Son deuxième prénom est Edward. Son nom est donc, en fait, Michael Edward Hammond, mais il a simplement ajouté un S, Edward, et en a fait un nom double, probablement parce qu'il pensait que c'était chic. Il ne s'agit pas toujours d'augmenter son solde bancaire. Il s'agit de pouvoir et de contrôle, et d'avoir ce genre de style de vie fantaisiste que beaucoup de gens veulent, mais il s'y est pris d'une manière très différente. Hammond était obsédé par le monde des célébrités et voulait désespérément en faire partie. Son charme d'escroc l'a aidé à se frayer un chemin dans le milieu des fêtes londoniennes. Les personnes qui l'ont rencontré lors de ces événements prestigieux n'auraient jamais pu imaginer le côté sombre et sinistre que cachait cet escroc imprévisible.
En réalité, Hammond était un homme d'affaires en faillite et parfois un agent immobilier très endetté, avec un casier judiciaire prolifique. Il finançait sa vie en travaillant comme consultant indépendant. Mais il se présentait de manière convaincante au gratin londonien comme un playboy millionnaire, un producteur de films et une vedette de la télévision. Michael avait une vision de ce qu'il voulait faire dans la vie, et il a utilisé le circuit des célébrités pour essayer d'y parvenir. Je pense que lorsque vous êtes à une fête et qu'il y a beaucoup de gens célèbres, lorsque vous allez vers une célébrité, vous lui dites « Bonjour, quel plaisir de te voir ». Une célébrité a tendance à supposer qu'elle vous a peut-être rencontré à un moment donné, mais elle ne veut pas faire de scène et dira « Oui, bien sûr, quel plaisir de te voir ». Elle acceptera peut-être de se faire photographier avec vous et échangera quelques mots. Ces célébrités sont très vulnérables. Hammond a exploité cette vulnérabilité en 2001, lorsqu'il s'est frayé un chemin jusqu'au National Television Awards. Hammond a ciblé le nouveau venu de Coronation Street, Scott Wright, en pleine ascension, et ne se doutait pas qu'il avait affaire à un délinquant et escroc accompli. J'ai été nominé pour un prix donné au nouveau venu le plus populaire. J'étais en train de me promener et je me sentais impressionné par tout ce qui se passait. Et dans la foule, un type s'est approché et a dit « Scotty ». Et j'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Je ne t'ai pas vu depuis longtemps mon pote, je ne t'ai pas vu depuis qu'on a fait ce truc sur Sky ». Et j'ai répondu « Oui ». Et comme je suis très poli, je lui ai serré la main et je l'ai salué. « Je peux t'offrir un verre ?» J'ai dit oui. On a pris un verre et il était accompagné de quelques filles, ce qui était très bien. De plus, il avait la première Range Rover qui attendait à l'extérieur avec un chauffeur, ce qui était également très impressionnant. Et je me suis dit, eh bien, tu sais quoi, autant aller avec lui et les filles. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Et vous savez, évidemment, sachant maintenant ce que je sais, il ne m'avait jamais rencontré de sa vie. Il venait probablement de me voir à l'écran lorsque j'ai reçu ma nomination. Quelqu'un est très amical avec vous, il semble vous connaître, vous êtes un peu inquiet car vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais vous ne vous en souvenez pas et vous ne voulez pas être impoli. Il peut ainsi gagner votre confiance très rapidement et manipuler les gens. Malgré sa double vie, entre délinquance et célébrité, Michael Edwards Hammond s'est donné pour mission d'évoluer dans les mêmes cercles que les visages les plus célèbres du monde. Il parvenait à nous faire entrer à toutes les fêtes, dans toutes les zones VIP, dans les lieux sélects des boîtes de nuit. Il parlait à tous ces gens pour rencontrer Britney Spears et Tom Cruise et bien d'autres. Je ne sais pas comment il s'y prenait, c'était juste le don de la parole, probablement. Hammond semble être le genre de personne qui s'exprime très bien, qui est très sympathique et avec qui il est très facile de s'entendre. Il est évident qu'il a le don de la parole, qu'il est capable d'engager la conversation avec n'importe qui, alors que certains d'entre nous rencontreraient peut-être une personnalité et seraient un peu réticents à l'idée de lui parler et d'engager la conversation avec elle. Il ne semble pas avoir de scrupules à ce sujet. Il a même été photographié avec Elton John. Bien que j'en ai parlé à David Furnish par la suite, Elton John ne se souvenait pas d'avoir rencontré cet homme. L'une de mes célébrités favorites que j'ai pu rencontrer lors de ses premières est Tom Hanks, et il avait l'air. C'est un homme très sympathique. Il s'est approché de moi et m'a dit « J'aime ta chemise ». Et j'ai dit « J'aime ta carrière, tu veux échanger ?» Et il a trouvé ça très drôle. Mais je suppose que, sans lui, je n'aurais sûrement pas pu m'approcher de quelqu'un comme ça pour discuter. Et je pense que le fait qu'il ait pu rencontrer et côtoyer Tom Hanks, Robin Williams, Steven Spielberg, Hugh Hefner, le directeur de la plus grande agence de talent d'Hollywood, a démontré que Michael avait une façon de convaincre les gens. Il disait la vérité de manière légitime, et il était très doué pour cela. Si vous côtoyez ces cercles, vous pourrez rencontrer des gens, et cela sera encore plus difficile de séparer la réalité de la fiction. Je pense que nous pouvons être sûrs que dans son esprit, il n'y avait pas de séparation. Il vivait sûrement dans un monde totalement imaginaire et était incapable de faire la distinction entre les deux. L'appétit insatiable de Hammond pour la notoriété atteint de nouveaux sommets, la royauté hollywoodienne est remplacée par la monarchie britannique. On ira sur un terrain de polo avec le prince Charles et ses fils. Michael Hammond est un escroc du millénaire. Son objectif n'était pas juste la chasse habituelle à l'argent, mais une soif de célébrité et d'attention. Nous sommes dans une période où la célébrité est très importante. Vous n'êtes rien, sauf si vous êtes dans les journaux. Il est obsédé par cette culture de la célébrité. Il veut juste une solution instantanée. Cette création de Michael Hammond avait pour seul but de se sentir important. De nos jours, être une célébrité est le moyen de se donner de l'importance. Michael Hammond jouait le jeu de la célébrité et, en véritable escroc, il trichait.
Il savait que s'il voulait se frayer un chemin vers la célébrité, il devait avoir la presse britannique de son côté. Il semble avoir atteint une période où il a manifestement fréquenté des célébrités et décide d'aller plus loin en approchant les journaux et les magazines pour leur proposer des histoires afin de se faire connaître. C'est une grande compétence. Souvent, il cultivait une relation avec les journalistes et appelait les journaux, en particulier lorsqu'il estimait avoir une grande interview à donner. Quand nous pensons à l'escroc, nous pensons à quelqu'un qui est motivé par l'argent, mais il y a généralement un autre motif, un besoin émotionnel qui est satisfait. Quant à Michael Hammond, il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Il a besoin d'attention et besoin d'être considéré comme quelqu'un de spécial. C'est donc ce qui le motive. Pas l'argent, mais l'importance, en fait une sorte de validation pour lui-même en tant qu'être humain. La célébrité était l'une des obsessions de Hammond et il s'en servait pour nourrir son besoin de paraître important et d'attirer l'attention. Dès qu'il a infiltré le milieu du showbiz, Hammond s'est assuré d'atteindre ses objectifs tordus en envoyant de fausses histoires de baisers à la presse pour se faire connaître. Sa première victime est Caroline Stanbury, chargée des relations publiques, qui avait été romantiquement liée au prince Andrew dans la presse. Il a été rapporté que le prince avait volé Caroline à Michael Hammond. Naturellement, Hammond avait inventé toute l'affaire et s'était adressé aux journaux avec ses mensonges. Dans le cas de Caroline Stanbury, dès que l'on a commencé à apprendre que le prince Andrew sortait avec elle, il a téléphoné à un journal qui a publié une longue interview de lui dans laquelle il était décrit, comme il l'était souvent au début, en tant qu'homme d'affaires millionnaire. Dans cette interview, il raconte qu'il lui a présenté le prince Andrew et que c'est grâce à lui qu'a commencé leur histoire d'amour. Il était le personnage important, et il était très décontracté quant au fait que le prince Andrew sortait avec la femme qu'il considérait comme la sienne. Et bien qu'elle ait vigoureusement n'y avoir eu quoi que ce soit à voir avec lui, elle le connaissait probablement, mais je ne pense pas que ce soit plus que cela. Et Caroline Stanbury n'est pas la seule femme très en vue avec laquelle Michael Hammond a menti sur ses relations et a vendu à la presse à scandale des histoires bidons sur des liaisons romantiques qu'il n'a jamais eues. J'ai entendu Dannii Minogue, Jordan, j'ai entendu Renée Zellweger et beaucoup d'autres femmes. Je tiens à préciser que je n'ai jamais couché avec Michael Hammond. En fait, je ne pense pas qu'il puisse prétendre avoir couché avec moi parce que je ne suis pas célèbre. Je ne suis pas Dannii Minogue, ni Jordan. Il espérait peut-être avoir couché ou avoir eu des relations avec ces femmes. Mais en fait, c'était un très bon moyen d'attirer l'attention, car les journaux du dimanche ont repris cette histoire avec très peu de preuves. Ils ont fait savoir au monde entier qu'il prétendait avoir eu ces relations. En réalité, elles n'ont probablement jamais entendu parler de lui. Elles me disent toutes qu'elles n'ont pas couché avec lui. Et je suppose que les signes étaient là quant à sa manière de fonctionner et la personne qu'il était, lorsqu'il me montrait des albums remplis de toutes ces coupures de presse. L'ancien acteur de Coronation Street, Scott Wright, avait commencé à passer du temps avec Michael Hammond lorsqu'il se rendait à Londres. À une occasion, Hammond a tenu à ce que Scott voie ses conquêtes imprimées dans son appartement des Docklands. Michael Hammond conservait toutes ses coupures et articles de presse dans un album. Avec Michael, tout tourne autour de la célébrité. Ce n'est que ça. C'est ma première impression en entrant dans son appartement. Il était couvert de photos de lui avec des gens célèbres. Et je pense que l'album était fou, complètement fou. Une autre personne qui a passé du temps avec Michael Hammond est le manager de célébrité Jonathan Chali. Jonathan a rencontré Hammond sur la scène du showbiz et ils ont brièvement fait connaissance. Un jour, Jonathan a déjeuné avec Hammond au célèbre restaurant Ivy à Londres. Ils ont été rejoints par un agent d'Hollywood et par Tara Palmer Tomkinson. J'ai rencontré Tara à plusieurs reprises, c'est une fille adorable et très sensée. La relation entre Tara, le meilleur agent d'Hollywood et Michael montre clairement qu'il existe un certain degré d'amitié. Comme je l'ai appris plus tard, il n'était probablement pas aussi proche d'eux que je l'aurais cru, mais il en avait l'air. Mais en fait, ça a fonctionné dans l'autre sens, car je pense que Tara pensait sûrement que j'étais aussi plus proche de Michael que je ne l'étais. À la fin du repas, Tara a dû partir et Michael, en tant que gentleman, ou se faisant passer comme tel, a raccompagné Tara à la porte. Et alors qu'il sortait du restaurant pour aller dans la rue, il avait son bras sur son épaule, il lui mettait son manteau, et il y avait là une tonne de paparazzi. Au Ivy, à l'heure du déjeuner, il n'y a pas beaucoup de paparazzi, sauf s'ils sont invités. Je ne sais pas qui a prévenu les paparazzi ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que Michael Hammond a raccompagné Tara. Au moment où la porte s'est ouverte, donc au moment même où Tara est sortie dans la rue,
Michael a passé son bras autour de son épaule, et de nombreux paparazzis ont pu prendre une photo. Et bien sûr, quelques heures plus tard, les rédactions des journaux ont reçu de nombreux appels d'une personne anonyme disant que Tara était au Ivy avec un nouveau petit ami à l'heure du déjeuner, et la photo qu'ils avaient était celle de Tara et Michael Hammond, donc interprétez cela comme vous voulez. Et puis il y a eu Renée Zellweger. Interprétez cela comme vous voulez. Il m'a appelé de Los Angeles et m'a dit, René et moi, nous nous installons ensemble. Tout se passe si bien. Tu sais, lis le journal. J'ai donc pris le Sunday Sport, parce que c'était généralement dans l'un d'entre eux, car ils étaient les seuls à accepter ça. Puis ça s'est propagé dans d'autres journaux moins recommandables. Et c'était lui avec son bras autour de Renée Zellweger, disant qu'ils étaient heureux, et qu'ils allaient se marier ou alors il l'embrassait et blablabla. Normalement, sa technique consiste simplement à quitter les soirées au moment même où elles partent, et apparemment c'est ce qui s'est passé avec Zellweger, ce qui donne l'impression qu'il sort vraiment avec elle. Et puis, bien sûr, classiquement, il téléphonera à un journal et racontera une histoire. Quelqu'un qui était avec lui à ce moment-là venait de me dire qu'il l'a embrassé. Et a vendu l'histoire au journal. Excellent, un génie. Michael Hammond gagnait de petites sommes d'argent en vendant des histoires, affirmant avoir couché avec des femmes célèbres. Chose que les femmes en question ont nié avec véhémence. Les mensonges et les histoires de Hammond ont pu totalement tromper le circuit des célébrités. Mais au fur et à mesure que Scott Wright passe du temps avec Hammond, la façade du fêtard amusant s'efface et il découvre le côté sombre de l'escroc. Évidemment, je n'ai jamais vraiment appris à le connaître, parce qu'il racontait tellement de mensonges anodins ou mensonges en général. Mais un jour, un chauffeur de taxi s'est inséré devant lui. Il était dans sa Range Rover et s'est arrêté. Il est sorti de la voiture, a tapé du poing sur le pare-brise et lui a dit qu'il allait lui arracher la tête. Le chauffeur de taxi a fermé les portes. Puis il est remonté dans la voiture et a failli passer avec sa Range Rover sur le toit du taxi. Il n'a jamais manifesté la moindre agressivité à mon égard. Je sais qu'il l'a fait à l'un de nos amis une fois. Un de mes amis lui avait dit quelque chose, il lui a téléphoné et l'a menacé. Et Michael n'est pas un grand gaillard, mais il ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Les incidents troublants dont Scott Wright a été témoin n'étaient qu'un aperçu de la violence et de la cruauté dont Hammond était capable. En 1998, Hammond s'est fait passer pour un policier pour la deuxième fois connu. Il s'est fait passer pour un agent de la police spéciale et a tenté de soutirer de l'argent à un chauffeur de camion lors d'un accident de la route. Il a été condamné à 6 mois de prison. Ce n'est pas la dernière fois qu'il prend l'apparence d'un policier. C'est devenu son obsession. Mais après sa libération, le comportement délictuel de Hammond est encore devenu plus vil. Il a été arrêté après avoir agressé une femme au sujet d'une place de parking. Il est très facile de voir Hammond comme une sorte de clown frivole qui participe aux fêtes des célébrités, qui ne semble faire de mal à personne, un peu comme Arsène Lupin. Et vous pouvez toujours prendre du recul et rire de ces célébrités qui ont peut-être été dupées ou trompées par lui. Mais il semble avoir un côté sombre. Il a du tempérament et n'a pas peur de s'emporter de façon très violente. Les narcissiques ont tendance à entrer dans des colères incontrôlables, et je pense que l'incident du parking est assez révélateur pour moi. À cette occasion, on a simplement demandé à Hammond de déplacer sa voiture. Mais pour lui, c'était probablement un grand affront. Vous ne savez pas qui je suis? Comment osez-vous suggérer que vous êtes plus important que moi et que je devrais déplacer ma voiture pour vous? Cet affront à son ego et à son identité l'a mis dans une colère noire. Il a fini par avoir une violente confrontation au sujet d'une place de parking. Hammond a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 866 livres pour son attaque brutale. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. À l'âge de 30 ans, cet escroc de carrière avait déjà fait l'objet de 102 condamnations pénales, dont 48 pour fraude et 17 pour vol. Aucun des amis célèbres de Hammond n'aurait pu savoir ou prédire les nouvelles profondeurs dans lesquelles sa carrière de délinquant allait s'enfoncer dans les années à venir. Michael Hammond a réussi à se frayer un chemin sur le tapis rouge, à attirer l'attention des tabloïds et à côtoyer la royauté hollywoodienne. Sa stratégie d'escroc pour se faire connaître a brièvement porté ses fruits en 2002, quand il a occupé un poste ponctuel de présentateur de potins sur les célébrités pour l'une des chaînes de Sky Sport. Hammond a filmé au château de Windsor, un lieu qui sera plus tard associé à sa notoriété et son infamie. Hammond a réussi à garder clandestine ses 102 condamnations pénales, et son entourage a été encore plus convaincu de sa légitimité lorsqu'il l'a amené à fréquenter la famille royale. Un jour, alors que je le connaissais depuis 1 an, il m'a appelé et m'a dit « Viens à Watford, on va aller faire du polo avec le prince Charles et ses fils ».
Je me suis dit, d'accord, peu importe. Comme je venais à Londres, j'ai pris le train jusqu'à Watford et il a demandé à un chauffeur de venir nous chercher. Tout allait très bien. Il était très chic, habillé en costume. Je suis allé sur le terrain et ils étaient là. Et je me suis dit, waouh, c'est très intéressant. Donc, j'ai été présenté au prince Charles et il s'est comporté comme s'il le connaissait, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Je ne pense pas que le prince Charles le connaissait. Le moment le plus intéressant a été celui où il a dit « Allons dire bonjour à mon ami Wills ». Et j'ai dit « Tu ne connais pas le prince, mon pote, tu te fous de moi, tu ne le connais pas, tu ne le connais pas ». Il s'est approché de moi et m'a dit « Wills, comment vont ces pouliches à Saint-Andrew? Tu en séduis quelques-unes? Comment ça se passe? Je ne t'ai pas vu depuis. C'était Katrina. Katrina est ta copine, n'est-ce pas ?» J'ai regardé le visage du prince William, qui ne l'avait jamais rencontré de sa vie. Puis il est allé parler au prince Harry, qu'il n'avait probablement jamais rencontré non plus, et m'a laissé avec William, qui ne voulait manifestement pas me parler. Je pense donc que la majorité des gens qu'il m'a dit qu'il connaissait, il ne les a sûrement jamais rencontrés auparavant. Mais en 2002, après un travail de présentation ponctuel, Michael Hammond a eu la chance de se lancer dans l'aventure. On lui a proposé un poste de présentateur en tant que correspondant à Hollywood dans l'émission phare de la journée de Granada pour ATV1, This Morning. Alors qu'elle était censée connaître les antécédents délictuels remontant à sa jeunesse, notamment les accusations pour coups et blessures, le vol et l'usurpation d'identité d'un policier, Granada Television a tout de même offert à Hammond la possibilité de devenir célèbre en tant que tel. Et avec cela, l'opportunité de laisser définitivement son comportement d'escroc dans le passé, une décision qu'ils allaient plus tard regretter amèrement. Il avait convaincu Granada de lui donner l'opportunité de partir à Hollywood. Et j'ai dit, est-ce que Granada connaît tes antécédents? Michael a répondu que oui et, en effet, quand le responsable des affaires juridiques de Granada m'a appelé, il a confirmé qu'il connaissait les antécédents de Michael. Il voulait donner une nouvelle chance à Michael et croyait en lui. À ce stade, je me serais dit, d'accord. Je trompe tout le monde depuis longtemps. J'ai réussi à m'en sortir jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un emploi en accord avec un aspect de mon talent. Mais, non, il ne pouvait pas laisser tomber. Il devait aller plus loin. Une semaine après, je suis en vacances dans le sud de la France, allongé sur ma bouée dans la piscine. Le téléphone sonne et je reçois un appel du responsable des affaires juridiques de Granada Television, qui me demande si je savais quelque chose à propos de Michael et d'Air France, de la fraude et de l'activité. Car Granada allait peut-être être poursuivi par Air France, ce à quoi j'ai répondu par la négative. Alors que le contrat de Hammond venait à peine d'être signé, il a commencé à utiliser frauduleusement son nouvel emploi pour arnaquer et renforcer son ego insatiable. Il a falsifié une lettre de la direction d'Air France, indiquant que lui et ses compagnons avaient été surclassés en première classe pour leur vol vers Los Angeles, où il débuterait sa nouvelle carrière. L'escroquerie a fonctionné pendant la première partie du vol, mais à Paris, le personnel a eu des soupçons et a révélé le tissu de mensonges, ce qui a été rapporté sans tarder à ses nouveaux patrons de Granada Television. Le besoin d'arnaquer de Hammond a ruiné sa carrière avant même qu'elle ne démarre. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris pour prendre leur vol vers Los Angeles, Air France avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une lettre légitime du directeur d'Air France, et il y a eu une sorte de fureur massive, des disputes et des cris. Et pour faire court, lorsqu'ils sont arrivés à Los Angeles, les relations entre Michael et l'équipe de Granada sont allées de mal en pis. Granada s'est alors retirée, réalisant qu'elle ne pouvait pas travailler avec Michael Hammond. Il s'est fait avoir, il a tout préparé et il a tout gâché. Vous auriez pu penser qu'il serait stupide de ruiner ce joli petit revenu que vous avez mis en place, mais c'est la psychologie classique des escrocs, de ne pas penser aux conséquences. À venir, Hammond nourrit son obsession pour la famille royale et s'intéresse au terrorisme. Hammond téléphonait à la police, faisant enquêter et arrêter des personnes tout à fait innocentes pour terrorisme. Michael Hammond est un escroc avide de gloire, de pouvoir et d'attention. C'est un véritable fantaisiste, qui croit sincèrement que les rôles qu'il joue sont vrais. La stupidité de Michael Hammond réside dans le fait qu'il a provoqué sa propre chute en étant incapable de savoir ce qui était bien ou mal. Mais on peut se demander ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait été un peu plus tempéré, si son ego n'avait pas été aussi affamé et n'avait pas eu besoin d'être si constamment nourri. Après avoir personnellement gâché l'opportunité de carrière de toute une vie comme présentateur télé en essayant frauduleusement de surclasser un vol, Hammond est rentré au Royaume-Uni et a continué à s'incruster dans les premières et les soirées de célébrités. Mais il a aussi changé de cap, adoptant toute une série de personnages différents.
Les rôles qu'ils se donnent dans la vie sont toujours des figures d'autorité. Comme les policiers, les chirurgiens, les producteurs de films. Je pense que bon nombre de ces rôles ont également été conçus pour attirer l'attention des femmes, peut-être. Et en 2004, Hammond a adopté le rôle audacieux d'un faux médecin, appelant compulsivement la police à 5 reprises alors qu'il était coincé dans les embouteillages londoniens. Il était en voiture, dans un trafic très dense, au centre de Londres. Les gens normaux se contenteraient de patienter, mais bien sûr, comme c'était lui, il devait faire quelque chose de dramatique. Je ne sais pas s'il avait dans la voiture une fille glamour qu'il voulait impressionner, mais qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à la police et dit qu'il est chirurgien et qu'il s'apprête à pratiquer une opération importante pour sauver la vie d'une jeune fille atteinte d'une terrible maladie. En l'occurrence, la police a facilité son passage au milieu de la circulation depuis Wood Street, je crois, dans l'est de Londres, jusqu'à l'hôpital Saint-Thomas. C'était juste pour qu'il puisse se déplacer dans Londres et que les gens le regardent, vous savez, avec les lumières et les sirènes, et pensent « Mon Dieu, il doit être un personnage très important ». On ne peut pas faire plus fou que cela. Il a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises et a même eu l'audace, le lendemain, de les appeler pour les remercier de leur aide. Utiliser des personnages tels que des médecins, des chirurgiens, des policiers et se faire passer pour eux est tout à fait traditionnel pour un escroc. Ils aiment être des figures d'autorité, des personnes respectées au sein de la communauté. C'est de l'oxygène pour cette personne. Il en a manifestement besoin pour se sentir, d'une manière ou d'une autre, important ou validé. Il faut avoir un peu de pitié pour lui. Il s'agit visiblement d'un personnage profondément incompétent et pathétique. Hammond n'a pas seulement adopté le rôle de médecin. Étrangement, il a également pris le visage de haut fonctionnaire de police. C'est-à-dire que, ce qui était inhabituel chez lui en tant qu'escroc, c'est qu'il semblait en fait attiré et fasciné par la police. La plupart des escrocs, de par leur nature même, se tiennent à l'écart de la police. Mais il semblait aimer entrer en contact avec eux. Je pense qu'une grande partie de sa connaissance de la police provenait de ses diverses interactions avec des policiers. Et certains des noms qu'il a utilisés étaient ceux de policiers qu'il avait déjà arrêtés, de sorte qu'il savait qui ils étaient et d'où ils dépendaient. Et une grande partie de la terminologie qu'il utilisait était similaire à ce que l'on peut entendre dans des séries policières telles que The Bill. Le rôle d'un policier n'était pas une nouvelle arme dans l'arsenal d'escroquerie de Michael Hammond. La première trace de lui adoptant le personnage d'un policier remonte à 1987, suivi d'un autre cas étonnant en 1999, pour lequel il a purgé une peine de 6 mois à la prison de Wandsworth. Mais entre septembre 2003 et août 2004, l'obsession de Hammond pour la police et son choix de se faire passer pour un policier ont dégénéré, aboutissant à un nombre stupéfiant de 133 appels fallacieux à des commissariats de police dans tout le Royaume-Uni. Monsieur Hammond a contacté la police locale de son lieu de résidence et lui a dit que des hommes armés de fusils de chasse tentaient de pénétrer dans son domicile. Et bien sûr, la police devait réagir. Vous ne pouvez pas faire une évaluation sur le champ et dire « ça ressemble à un tas de bêtises, on ne va pas se préoccuper ». Non, vous devez agir. La police est là pour ça. La police locale s'est donc rendue à son domicile avec l'aide d'un groupe armé. Ils ont parlé à Monsieur Hammond, qui était partiellement intoxiqué et a quitté les lieux. Aucune infraction n'a été constatée. Il n'y a pas de gain financier, il est donc très difficile pour la plupart d'entre nous de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire cela. Mais il s'agit de pouvoir et de manipulation, de se considérer comme meilleur que les autres et d'être capable de contrôler ce qu'ils font, de manipuler les gens. Et il est clair qu'il a pris un réel plaisir à faire cela. Vous savez, comme d'autres personnes regardent la télévision ou jouent aux cartes, son passe-temps a lui consisté à téléphoner à la police, généralement après avoir bu un peu, et à dire qu'un assaillant armé se trouvait peut-être chez lui. Une fois de plus, la police, qui par devoir doit réagir à ce genre de situation, ira alors chez lui avec des gardes armés pour tenter de le sauver. Et je pense que ce qu'il se passe, c'est qu'il est de moins en moins inhibé et de plus en plus impulsif dans sa façon de tromper et de manipuler. En fait, ce qu'il fait n'est qu'un comportement très grossier, une tentative grossière d'attirer l'attention. La tentative tordue de Michael Hammond pour attirer l'attention devenait incontrôlable. Bien qu'il continue à fréquenter le milieu du showbiz, il ne cesse de commettre des délits, y compris une inculpation pour conduite en état d'ivresse le 10 février 2004, et seulement 10 jours plus tard, il passe un nouvel appel bidon à la police. Hammond a de nouveau contacté la police en se faisant passer pour un policier. Mais cette fois, il est monté d'un cran, en créant une alerte de sécurité nationale.
Il appelle la police en disant que 2 hommes noirs agissent de manière suspecte à Downing Street avec des armes à feu. Il s'est fait passer pour un policier du Trident, le service de police qui s'occupe de la criminalité entre noirs. Il a déclaré avoir vu au McDonald's, près du numéro 10 de Downing Street, un groupe d'hommes noirs qui, selon lui, étaient impliqués dans la criminalité. Et ces jeunes noirs ont été fouillés au sol sous la menace d'une arme. L'un d'entre eux a été embarqué dans un véhicule de police et fouillé. C'était une expérience extrêmement effrayante pour chacun d'entre eux, et bien sûr, ils étaient complètement et totalement innocents. Il est évident qu'il s'agit d'une activité extrêmement dangereuse, car quelqu'un pourrait être abattu par erreur. Et ce, sans compter le temps et les efforts investis par la police. Quelqu'un d'autre aurait pu avoir besoin des services de ces policiers au même moment, et ils n'étaient tout simplement pas disponibles parce qu'ils étaient en train de s'occuper de Hammond. Et à ce moment précis, lorsqu'il téléphone à la police, il veut croire qu'il est quelqu'un d'incroyablement important. Qu'y a-t-il de plus important que quelqu'un qui informe la police sur une question de sécurité nationale? Il est simplement plongé dans sa propre vie imaginaire, il répond juste à son propre besoin d'être quelqu'un. Car qui est Michael Hammond? En fait, il n'est rien. L'implication est que pour vraiment se délecter de sa vie imaginaire, Michael Hammond devait voir les résultats de ses actions, juste pour confirmer à quel point il est important. 10 minutes après avoir passé son appel tordu à la police, Hammond a appelé une deuxième fois, prétendant faire partie de l'opération Trident, confirmant que l'unité était sur les lieux. Le cas semble indéniable. Hammond assistait à la réalisation de ses fantasmes. Il n'a certainement jamais été retrouvé sur les lieux, bien que l'on puisse supposer qu'il n'y a guère d'intérêt à faire cela si on ne va pas l'observer, mais il n'y a aucune preuve qu'il y était. Il existe des preuves répertoriant les appels de police compulsifs de Hammond, prouvant qu'ils s'étendent sur les 4 mois suivants. Aussi bizarres et puérils que puissent paraître ces délits, ils étaient renforcés par la consommation d'alcool, de drogue et le besoin d'attention et de pouvoir, et ces actes délictueux étaient de plus en plus nombreux et à la limite de l'obsession. Mais comme par le passé, le besoin de Michael Hammond d'être perçu comme quelqu'un d'important et d'évoluer dans les cercles sociaux les plus élevés a déclenché une réaction en chaîne d'événements qui ont conduit à sa chute inévitable. Une fois de plus, l'obsession de Hammond pour la famille royale est mise en évidence et il se met en tête d'infiltrer le château de Windsor en créant un réseau de mensonges et en se faisant passer pour un policier. Le 17 mai 2004, M. Hammond a contacté la salle de contrôle du château de Windsor, se présentant comme un commissaire de police, Simon Morgan. Il a dit qu'il était en compagnie de 2 amis, 2 célébrités amies du prince Harry et du prince William. Elles étaient bien connues du public et voulaient que leur accès se fasse par une entrée autre que celle du public. Le nom qu'il a décidé d'utiliser est celui d'un policier dont il avait vu le nom dans le journal. Il n'a donc pas simplement inventé un nom. Il utilisait généralement une personne spécifique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'était un escroc si convaincant en général. Et il gardait les pieds sur terre. Il a fallu attendre près d'1 heure pour qu'il accède au bâtiment. Ce n'est que lorsqu'on l'a vu se comporter de manière plutôt étrange sur les caméras de vidéosurveillance qu'il a été arrêté. Il a été arrêté au château pour une affaire d'usurpation d'identité policière et d'obtention d'un service par tromperie. Hammond a été emmené au poste de police de Heathrow et interrogé par le sergent Neil John. Je me souviens d'avoir abordé M. Hammond dans la salle de garde à vue, de m'être présenté et de lui avoir dit qu'il faudrait prendre ses empreintes digitales, car c'est la pratique habituelle pour s'assurer que nous savons exactement à qui nous avons affaire. Je me souviens avoir demandé à M. Hammond si ses empreintes digitales avaient déjà été relevées et il m'a répondu que non. Il va sans dire qu'en très peu de temps, sa véritable identité, Michael Hammond, est réapparue, ainsi que le fait qu'il est écopé de plus de 102 condamnations depuis 1982. Et, comme vous pouvez l'imaginer, ses empreintes digitales ont été relevées presque autant de fois. Mon équipe et moi-même avons alors commencé à examiner les antécédents de M. Hammond, et c'est à ce moment-là que nous avons découvert qu'il s'agissait de l'un des nombreux incidents au cours desquels M. Hammond s'était fait passer pour un policier. Le jeu était terminé, mais Michael Hammond ne pouvait se défaire de l'idée qu'il était quelqu'un. Il a dit qu'il était un célèbre présentateur télé. Je me souviens avoir cherché l'adresse de son domicile, et il y avait plusieurs photos sur le mur, dont celle où il était en compagnie du prince Charles. Chevy c'en était un autre. Son annuaire téléphonique contenait les numéros de téléphone de Danny et Kylie Minogue, et toute une série de célébrités de la télévision. D'une manière ou d'une autre, il y avait un lien avec lui. Une fois en garde à vue, le portable de Michael Hammond a été la clé qui a permis de découvrir toute l'ampleur de son arnaque acharnée et dangereuse sur une période de 12 mois.
Ils ont ensuite consulté les enregistrements de son portable et ont découvert que plus de 133 appels avaient été passés à différents postes de police dans tout le Royaume-Uni. Et les appels variaient considérablement, qu'il s'agisse de drogue, d'armes à feu ou même d'un incident au cours duquel il prétendait suivre un pédophile. L'incident du château de Windsor a fait grand bruit et, ironiquement, Hammond s'est retrouvé pour la première fois au centre de l'attention légitime de la presse. Mais, lorsqu'il a été libéré sous caution, Hammond n'a pu s'empêcher de se délecter de l'attention de la presse et de transformer son délit en un conte fantastique. Hammond était absolument implacable, en fait, quand on lui a fait remarquer qu'il avait fait perdre du temps à la police et que personne ne croyait à ses histoires pathétiques, il a quand même continué. Il avait besoin de se considérer comme important et d'être considéré comme tel par les autres. Il se voyait comme un confident de la famille royale, un homme plus victime que coupable. Et un homme qui, d'une certaine manière, rendait service à la famille royale, car ce qu'il pensait avoir fait ce jour-là était en fait de révéler une faiblesse dans le dispositif de sécurité de la famille royale. Il a également affirmé, pour faire bonne mesure, que le prince Charles et lui-même avaient parlé de cette question. Charles lui avait d'ailleurs laissé entendre que des membres du SAS devraient en fait participer à la protection de la famille royale. Il s'agissait donc du mélange habituel d'informations qu'il a sans doute tiré des coupures de presse concernant le point de vue de Charles sur la sécurité. Et bien sûr, ce besoin perpétuel et continuel qu'il a, de se voir comme le héros du moment. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a un tel besoin, que ce que vous lui dites n'a pas d'importance. Vous pouvez être absolument clair. Non, Michael, tu n'es pas important. On n'adhère pas. Et il ne pourra pas l'accepter. Il ne pourra pas y faire face parce que pour y faire face, il devrait accepter qu'il n'est rien. Et il s'effondrerait, je pense. À venir, alors qu'il est en liberté sous caution, le comportement de Michael Hammond devient encore plus dangereux et extrême, menaçant la vie d'une famille innocente. Il en a déduit que ce monsieur et sa famille étaient liés à Al-Qaïda, qu'ils entraient clandestinement dans le pays et qu'ils pouvaient lancer des alertes à la bombe. Michael Hammond a passé sa carrière d'escroc à arnaquer la police et le monde des célébrités à parts égales. Il est clair, dès le début, qu'il ne semble pas avoir ce genre de sens du bien et du mal. Un blagueur n'est pas quelqu'un qui enfreint la loi. C'est ce qu'a fait Michael par la suite. Nous voyons le côté sombre de Hammond passer du monde des célébrités à celui de la police. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité propre. C'est fluide, c'est changeant, il crée des identités au fur et à mesure, semble-t-il. En 2004, les mensonges de Michael Hammond l'ont rattrapé après qu'il se soit fait passer pour un policier afin d'entrer au château de Windsor. Bien qu'il ait inondé la police d'appels fallacieux et potentiellement dangereux, il n'a toujours pas renoncé à s'attaquer au monde des célébrités. Étonnamment, moins d'une semaine après avoir été libéré sous caution, Hammond a ciblé son prochain événement de célébrité, l'événement caritatif Soccer 6. Il s'est trouvé un kit et a réussi à intégrer une équipe. Les organisateurs n'avaient pas invité Hammond à se présenter et ont été déconcertés par la présence du délinquant récemment libéré. Quiconque ne souffre pas d'un trouble de la personnalité narcissique serait incroyablement gêné et se ferait probablement discret. Ce qu'il fait, c'est qu'il se ferait un chemin jusqu'à un match de football de charité. Il n'a pas été invité, il s'est juste présenté en tenue complète. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, même lorsque Michael se fait dire par un policier « et mec », je t'arrête, ce comportement est inacceptable, il s'acharne à poursuivre cette célébrité qu'il désire tant. Mais toutes ces arnaques n'étaient pas frivoles. Même en liberté sous caution, il révèle une fois de plus son côté sombre et réalise l'arnaque policière la plus cruelle à ce jour. Puis, en juillet 2004, on voit Hammond sur un ferry de la compagnie PEO faisant un aller-retour en France. Lors des 2 voyages, il appelle la police en prétendant être un agent d'Interpol. À une occasion, il accuse une famille irakienne qui est sur le bateau d'être des représentants d'Al-Qaïda. Hammond avait un écouteur pour le son. Il a rapidement ouvert sa veste pour me montrer qu'il avait une sorte de communication radio. Il a dit qu'il avait déjà été en contact avec l'UKI, le service d'immigration du Royaume-Uni basé à Croydon, ce qui était factuel car ils sont basés là-bas. Il avait donc les bons arguments pour convaincre. Il en a déduit que ce monsieur et sa famille étaient liés à Al-Qaïda, qu'ils entraient illicitement dans le pays et qu'ils étaient susceptibles de lancer des alertes à la bombe. Vous pouvez imaginer que cela a déclenché une alerte de sécurité. Et la pauvre famille, qui, je le répète, était parfaitement innocente, a été fouillée et détenue. Les enfants, très perturbés.
Hammond manipule donc à nouveau la vérité, c'est-à-dire l'environnement, le fait qu'Al-Qaïda était un sujet d'actualité à l'époque, et joue sur les peurs du public et sur la sensibilisation accrue de la police afin d'angoisser profondément cette famille. On pourrait dire qu'il y avait un élément raciste chez certaines de ces personnes qu'il avait tendance à cibler, et ces vies qu'il avait décidé de tourmenter pendant un certain temps. Ce délit a donc été commis alors qu'il était en liberté sous caution pour l'incursion dans le château de Windsor. La police n'a pas tardé à se rendre compte que son prétendu informateur d'Interpol était l'escroc en série Hammond, qui était alors en liberté sous caution et en attente de son procès pour l'incident du château de Windsor. Le 4 février 2005, Michael Hammond s'est finalement présenté au tribunal pour répondre aux dernières accusations d'une carrière délictuelle inépuisable. Les preuves contre M. Hammond étaient, si j'ose dire, accablantes dans tous les incidents sur lesquels nous avons enquêté. En ce qui concerne le nombre d'infractions qu'il a commises, 102 condamnations antérieures ont été mentionnées. Et honnêtement, je soupçonne que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Et, vous savez, il a probablement fait encore beaucoup d'autres choses. Mais le fait qu'il l'ait accepté suggère qu'il y en avait probablement d'autres. Monsieur Hammond a plaidé coupable d'un chef d'accusation de nuisance publique et a demandé que soient pris en compte 16 autres chefs d'accusation relatifs à ses appels fallacieux à la police. Malgré la révélation publique des fantasmes tordus de Hammond, il semble se délecter de l'attention. D'une certaine manière, je pense que Hammond en a plutôt profité. Je pense qu'il s'est finalement retrouvé sur une scène, avec beaucoup de gens qui le regardaient. Et j'ai eu l'impression qu'il était plutôt bien habillé, ses cheveux étaient immaculés, il avait l'air bien soigné, il était plutôt en train de s'amuser. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'en fin de compte, c'était un acteur très frustré, et voilà qu'il jouait à nouveau un rôle. Il avait son public. Un membre du public de Hammond n'a pas apprécié la performance. Le juge l'a pris très au sérieux et je ne pense pas qu'il l'ait trouvé le moins du monde amusant. Je pense que beaucoup de journalistes qui couvraient l'événement, ainsi que bon nombre des articles que vous avez vus dans les journaux, ont montré qu'il y avait une certaine légèreté parmi les médias présents. Parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une affaire plutôt divertissante, en raison des noms illustres qui étaient mentionnés, etc. Il y a donc eu un léger décalage entre le juge et les médias. Le juge, en condamnant Hammond, a attiré l'attention sur le fait qu'il était effrayant de voir des policiers dégainer des armes à feu en public, non seulement pour les personnes qu'ils peuvent interpeller, mais aussi pour le reste des gens. Bien sûr, ce n'est pas comme dans les films, ce sont de vraies armes avec de vraies balles, avec de vrais êtres humains. Cela a dû être extrêmement effrayant pour ces personnes qui, je le souligne, étaient totalement innocentes. Avant de condamner Hammond à 4 ans et demi de prison, le juge a reconnu qu'il pourrait avoir besoin d'une aide psychologique et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'imposer une peine d'emprisonnement en raison de la gravité des délits commis par Hammond. Il a également indiqué que le désir de Hammond d'exercer son pouvoir et d'attirer l'attention était sans aucun doute renforcé par sa consommation excessive d'alcool et de tranquillisants. S'adressant directement à M. Hammond, le juge a également déclaré, indépendamment de la détresse et de la peur qui ont certainement été causées à ces personnes, vous avez créé le risque de quelque chose de bien pire. Il était impossible de connaître le comportement et la réaction des gens qui étaient fouillés. Et aussi bien formés ou disciplinés que soient les policiers armés, la nécessité de porter et d'utiliser des armes chargées dans de telles circonstances comporte inévitablement le risque qu'une action ou une réaction soit mal comprise et ait des conséquences tragiques. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Vous n'aviez aucun moyen de savoir ce qu'il arriverait. Michael Hammond a été envoyé à la prison de Mount, à Hemel Hempstead. En fait, le plus triste dans l'histoire de Michael Hammond, c'est qu'il avait du talent et que s'il avait consacré son énergie et son temps à être dans la légalité et à exploiter le talent naturel qu'il avait, il aurait pu réussir. J'imagine que le plaisir qu'il en retire est l'exercice d'un certain pouvoir. Il peut prétendre être un homme important. Il a provoqué la ruée de tous ces gens par ses actions et ses ordres. Pour autant que je sache, en ce qui concerne les enquêtes, l'ampleur des divers canulars réalisés par M. Hammond au cours de cette période est sans précédent. Oh, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'actions à venir avant que le générique de fin ne tombe sur la vie de cet homme. Je pense que c'est un artiste naturel, et il ne peut pas s'en empêcher, le pauvre. Et je pense que nous entendrons encore beaucoup plus parler de lui. Et, fidèle à lui-même, après sa sortie de prison pour l'incident du château de Windsor, Hammond a récidivé de manière inquiétante. Le 27 mars 2008, Michael Hammond est entré dans la station de métro Kensington à Londres et a commencé à crier Al-Qaïda, tout en prétendant sans scrupule avoir une bombe dans son sac, semant la peur dans la foule qui se trouvait sur le quai. En septembre 2008,
Devant la Blackfriars Crown Court, M. Hammond a plaidé coupable d'avoir donné de fausses informations sur une alerte à la bombe et d'avoir envoyé un message fallacieux pour causer des ennuis. Il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement. Les autorités espèrent que cette fois-ci, il a retenu la leçon.